Bonjour, bienvenue dans Comment est votre climat, le podcast qui humanise le changement climatique. Si vous cherchez des sujets pour s'engueuler en famille ou entre amis, il y a les grands classiques, la politique, l'argent, la religion. Mais on sous-estime trop souvent le sujet de la voiture. Michel affirme que l'électrique émet plus de carbone que le thermique, Josiane assure que son SUV hybride de 3 tonnes ne pollue pas tant que ça, et Sylvain préfère rouler en ville parce que les transports en commun, c'est en retard, ça pue et ça coûte cher. Bref, beaucoup de raisons de passer un moment convivial autour d'une conversation sereine. Aujourd'hui, beaucoup de problématiques s'entremêlent. Modifier ses déplacements, c'est une chose, mais on oublie parfois de rappeler pourquoi on le fait. C'est un meilleur partage de la route, plus sécurisé, une meilleure accessibilité des villes périphériques, la décarbonation globale des transports, mais aussi la réduction de la pollution, ce qui induit moins d'impact en faveur du changement climatique et une amélioration de la santé publique. Alors pour démêler le vrai du faux et comprendre comment se déplacer tout en respectant la planète, je me suis tourné vers l'une des meilleures expertes. Bonjour Diane Strauss. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir dans vos locaux, ceux de Transport et Environnement, dont vous êtes la directrice donc pour la partie France. Mais vous n'êtes pas que ça, vous êtes aussi membre d'un haut conseil, celui pour le climat, depuis environ 2 ans, je crois. On aura l'occasion de revenir sur ce fameux haut conseil pour le climat, donc fondé par Emmanuel Macron. Et donc c'est déjà le 24e épisode, le dernier avant l'été, de Comment est votre climat. Donc on va clôturer la saison en beauté avec vous, où on va parler, comme le nom de votre ONG l'indique, de transport et d'environnement. Donc d'abord on va parler de vous, avant de rentrer dans le détail des rapports et des études que votre ONG produit. Alors vous avez fait des études aux extrémités de la France, on peut difficilement faire plus loin, Strasbourg et Bordeaux, donc vous étiez dans l'Est et dans le Sud-Ouest, 2 très belles régions viticoles néanmoins, il y a quand même un joli point commun. J'ai lu que vous aviez notamment étudié la finance, l'économie, la gestion des risques. Est-ce que pendant ces études, on vous a parlé de climat ? Merci beaucoup pour cette invitation d'abord et merci d'être venu jusqu'à nos locaux. Alors pendant les études, on m'a parlé de climat. J'ai vraiment découvert la question du climat quand j'ai fait mon Erasmus en Inde. J'étais à l'université à New Delhi de JNU. Et à ce moment-là, j'ai vraiment réalisé quels étaient les impacts du changement climatique sur le Sud global et la façon très inadaptée qu'avait l'Europe de gérer ces risques mondiaux et très problématiques. Et donc quand je suis rentrée en Europe et que j'ai continué mes études à Strasbourg puis à Bordeaux, j'ai en effet décidé de me focaliser sur cet aspect qui était comment la finance peut vraiment contribuer à investir là où il le fallait. Il faut se rappeler qu'en 2010, c'était la crise financière et on était en train de repenser entièrement ce que la finance devait faire pour le monde. Il me semblait vraiment important que les investissements aillent dans les énergies renouvelables qui à l'époque n'avaient pas vraiment le vent en poupe. Est-ce que vous avez eu une espèce de grand soir du climat ? Je sais que certains invités disent parfois soit qu'ils ont vécu un moment un peu particulier dans leur vie, ou alors qu'ils ont lu un livre, qu'ils ont lu un film qui les a vraiment marqués, ou alors est-ce que vous vous êtes formé vraiment petit à petit pour en arriver aux convictions que vous avez ? J'ai toujours eu une très grande sensibilité environnementale. J'aime beaucoup la nature et la biodiversité. Et j'ai beaucoup hésité à travailler sur la question de la ressource en eau, qui est pour moi une autre grande question essentielle de l'habitabilité de la planète. Mais j'ai choisi de travailler surtout sur le climat, un peu par hasard, parce que j'ai fait un mémoire sur les marchés carbone et le protocole de Kyoto. C'est aussi ce qui m'a amené en finance. J'ai travaillé dans une banque, avec cette idée qu'il fallait réellement organiser le système dominant pour qu'il investisse vers l'habitabilité. Alors je profite de faire un peu d'autopromotion vu que vous parlez de l'eau. Il y a un épisode avec Esther Creuser-Delbourg, économiste de l'eau, donc dans Comment est votre climat, n'hésitez pas à aller l'écouter. Je l'écouterai. Vous avez plusieurs expériences, alors vous en avez parlé vous-même il y a une minute, dans la finance durable, avant de devenir donc directrice de la branche française de transport et environnement. Qu'est-ce que vous avez retenu de la finance durable ? Est-ce qu'elle est en bonne voie, la finance ? Vous parlez des énergies renouvelables et des énergies fossiles, alors c'est un peu plus large que ça, il y a aussi la biodiversité, l'eau, etc. Et la partie sociale aussi de l'ESG, parfois qu'on néglige. Quel est votre regard sur l'état de la finance durable aujourd'hui ? Peut-être dire d'abord ce qui m'a amené à travailler sur la finance durable. Oui. J'ai commencé à travailler en effet dans une banque sur les marchés carbone et je me suis très vite rendu compte
que ce qui était essentiel dans ces marchés émergents, c'était la réglementation européenne, française, qui permet de diriger les investissements des acteurs privés. Et ça a été très structurant pour moi parce que je me suis rendu compte qu'en fait, les acteurs privés, que ce soit des ménages ou des entreprises, n'ont pas nécessairement un intérêt naturel à aller vers les investissements climatiques. On a besoin de les encourager, de les inciter ou de les obliger à travers la réglementation. Et ça a été une découverte très structurante pour moi quand j'ai travaillé en banque, qui m'a amené ensuite à faire tout le travail que j'ai fait en ONG, en think tank, pour aider les politiques publiques à définir les orientations. Pour répondre à votre question sur là où en est la finance responsable aujourd'hui, je pense qu'on a fait beaucoup de chemin, c'est-à-dire qu'on est passé vers une question vraiment de reporting à une question d'investissement, que les acteurs sont très impliqués dans des branches pour investir dans les énergies renouvelables, pour investir dans toute la transition. Mais il reste un facteur qui est très compliqué, qui est que c'est devenu un investissement comme un autre. C'est-à-dire qu'on a des silos et on peut aussi bien investir dans le pétrole et le gaz que dans les ENR et dans le bâti. Et donc finalement, on reste dans... c'est devenu un investissement qui peut être rentable pour certains investissements, mais on n'a pas mis le système financier en ordre de marche pour répondre aux grands enjeux. Et en 2024, donc pour continuer un peu dans votre biographie, donc vous apportez une nouvelle corde à votre arc, vous rentrez au HCC, le Haut Conseil pour le climat. Alors vous faites partie donc des membres éminents de ce Haut Conseil, avec Valérie Masson-Delmotte, Jean-Marc Jancovici, Jean-François Sousana qui en est le président aujourd'hui. Comment est-ce qu'on rentre dans le Haut Conseil pour le climat ? On postule, on reçoit un coup de téléphone, comment ça marche ? J'ai découvert ça, on reçoit un coup de téléphone en effet. Ce sont les membres du Haut Conseil eux-mêmes qui proposent des noms. Il me semble que probablement la raison pour laquelle on a pensé à moi, c'était mon expertise dans la question des transports, mais aussi dans les politiques européennes et de plus en plus dans les politiques industrielles, qui apportent une dimension très pragmatique des enjeux sociaux et industriels de la transition. Est-ce que vous vous sentez utile ? Est-ce que vous sentez que le Haut Conseil pour le climat est utile, qu'il apporte véritablement un regard, une lumière aux dirigeants ? J'ai l'impression que son dernier rapport a eu beaucoup d'écho dans les médias, que c'est une boussole très importante pour les acteurs, les ménages, pour savoir si l'action du gouvernement est suffisante, si elle va assez vite, si elle en fait ce qu'il faut. Et souvent, notre conclusion, c'est quand même qu'on pourrait aller plus vite. Oui, j'allais dire globalement, dans vos derniers rapports, la conclusion, c'est plutôt... Non, ça ne va pas assez vite, mais même si du chemin a été fait, hein, voilà, le tableau est loin d'être tout noir hein, quand même, mais ça ne va pas assez vite. Qu'est-ce qui devient de vos rapports ? Est-ce que vous êtes reçus par les ministres, le Premier ministre, le Président, vous en discutez ? Oui, tout à fait. On est reçu par le gouvernement. Le gouvernement a aussi l'obligation de répondre à nos recommandations. Chaque recommandation vise un certain nombre de ministères qui doivent mettre en œuvre ces recommandations. On a récemment fait le bilan des recommandations qui avaient été prises en compte et celles non. Et c'était assez intéressant de voir qu'il y en a un certain nombre qui ont été prises en compte. Et bien sûr, il y en a d'autres qui nous semblent de l'ordre de l'évidence, qui ne le sont pas. Par exemple, l'arrêt des grands projets autoroutiers ou l'arrêt des infrastructures aéroportuaires qui permettraient de, assez naturellement, limiter la croissance des émissions et nous permettre de nous concentrer surtout sur l'usage dont on a besoin pour le loisir, pour le tourisme, pour se déplacer, qui est une autre question, mais qui n'est pas celle de l'infrastructure. Mais alors, sans rentrer dans... Enfin, vous parlez de projet autoroutier, je pense que tout le monde a pensé à la 69, mais sans rentrer dans un exemple concret, quels sont souvent les arguments, les freins et obstacles qu'on vous donne ? C'est quoi ? Ça va freiner la croissance, ça va freiner l'industrie, ça va freiner le tourisme, c'est ça, en fait, on vous explique que l'écologie va être un frein ? Alors, je dirais que pour le Haut Conseil pour le climat, le gouvernement n'a pas besoin de donner une réelle justification. Il suffit de lui dire que ça ne lui semble pas adéquate comme mesure. Et bon, voilà. Sans explication. Il n'y a pas nécessairement une justification très poussée. Mais toutes les réponses et les questions sont en ligne d'ailleurs. Hein, vous pouvez les consulter. On a décidé de les mettre plus en avant pour que les gens puissent les consulter. Dans mon travail à Transport et Environnement, ce que je vois, c'est que il y a des très fortes dissonances cognitives à travers les personnes qui sont décisionnaires politiques, parce qu'à la fois ils sont très conscients des enjeux du climat et de l'importance d'agir, mais les intérêts qui peuvent être mis à mal par des décisions courageuses sont souvent prévalentes, c'est-à-dire les questions
d'aménagement du territoire, de dynamisme territorial, de dynamisme de grands champions. On parlait d'aéroports. L'aviation française, ça reste un grand champion dans la tête des décideurs politiques. Et c'est très difficile pour eux d'imaginer la transition de ce secteur. C'est-à-dire qu'on reste sur un tabou, finalement, politique très fort. Et on n'a pas encore brisé ce silence pour se dire, bon, il faut qu'on réfléchisse à conserver des champions, à conserver du dynamisme territorial, mais penser à comment on va le faire différemment. On va parler d'aviation dans la deuxième partie de l'émission, parce que c'est vrai que c'est souvent un peu le sujet tabou, surtout que là, on enregistre cet épisode au mois de juillet, c'est les vacances. Il y a les dîners où il y en a qui partent en train, d'autres qui partent en avion, et puis parfois ça peut donner aussi... des discussions, tu pars en avion, c'est pas bien. Voilà. Donc vous avez plusieurs casquettes, on l'a compris, au Conseil pour le climat, transport et environnement, et désormais l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre mission au sein de l'Union européenne ? Oui, alors donc c'est une mission à Transport et Environnement qui est une ONG européenne. On a des bureaux en France, mais on a aussi des bureaux qui sont très importants à Bruxelles. Et donc la mission temporaire que j'ai prise pour 6 mois, c'est d'être conseillère spéciale sur les questions industrielles. On a au niveau européen des dossiers industriels qui vont être absolument critiques pour les filières liées au développement durable, le développement des batteries, des voitures électriques, le développement aussi de l'hydrogène et des carburants de synthèse, de l'acier vert, et tous ces secteurs sont actuellement en cours de négociation, et la question c'est comment est-ce qu'on les fait émerger alors que la Chine propose déjà ces technologies à des tarifs très intéressants, et que tout ce qu'on peut faire en Europe sera toujours plus cher. Et donc là se pose vraiment la question de comment est-ce qu'on structure notre politique industrielle pour faire émerger sur le territoire européen ces technologies qui sont essentielles déjà pour l'emploi, et puis qui sont aussi essentielles parce qu'on n'est pas à l'abri d'un monde dans lequel la Chine ferme le robinet et ne nous donne plus accès ni aux voitures, ni aux robots, ni aux batteries, ni aux terres rares. Et donc, en fait, il faut, d'une certaine façon, que l'Europe, avec aussi ses exigences sociales et environnementales, se dote de cette industrie. On a vu ça pendant le Covid, sur certains médicaments, sur les masques, on était extrêmement dépendants finalement d'autres pays sur la transition. C'est vrai que c'est pareil. Donc transport et environnement, Conseil pour le climat, Union européenne, où est-ce que vous vous sentez le plus utile ? Un peu partout, honnêtement. La plus écoutée, en tout cas. J'ai l'impression qu'en tant que directrice France de transport et environnement, j'ai acquis une certaine écoute auprès des décideurs politiques qui, je pense, respectent beaucoup l'ONG et son travail, son expertise, puisqu'on en parlera peut-être, mais on produit beaucoup de rapports qui sont très techniques. Et du coup, on est écouté parce qu'on est aussi très mesuré, c'est-à-dire qu'on n'a pas de dimension idéologique. Vous n'êtes pas partisan. On n'est pas partisan, on n'est pas idéologique, on veut pas le climat, enfin on veut le climat pour le climat, mais on est conscient que faire des politiques climatiques, c'est aussi faire des politiques sociales, c'est aussi faire des politiques industrielles, c'est aussi faire des politiques de l'emploi et donc aider l'économie. Et donc, on a ce discours qui est assez complexe et fouillé, finalement. Et donc, en tant que directrice de cette ONG en France, j'ai l'impression d'être un interlocuteur relativement écouté. Alors, on se voit en juillet, mais en fait, on devait se voir il y a 6 mois. Voilà, c'est comme ça, nos auditeurs et auditrices le savent. Sauf que c'était en plein PLF, donc le projet de loi de finances qui était à l'Assemblée nationale fin 2025. On va pas revenir sur ce moment chaotique de la République, mais donc voilà, vous étiez impliqué dedans, et donc vous m'avez appelé en me disant je suis désolé, je suis à l'Assemblée nationale, ça avait l'air, alors moi je voyais ça depuis ma télé, ça avait l'air complètement dingue ce qui se passait. Ouais, c'était lunaire. Avec quelques mois de recul, comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez obtenu des choses, et pourquoi vous le considérez comme lunaire ? Avec le recul, c'était comme beaucoup de choses qu'on fait beaucoup de temps pour sauvegarder des acquis, et finalement on a eu assez peu d'avancées malheureusement. Pour vous rappeler, en décembre 2025, c'était le moment où le projet de loi de finances qui était mené par Sébastien Lecornu, Premier ministre, était complètement en train de patauger et ne trouvait pas de majorité à l'Assemblée. Et donc Sébastien Lecornu était en discussion avec la gauche pour savoir ce qu'il pouvait mettre dans ce PLF
bref. Et donc nous, on essayait d'alimenter les partis de gauche et les partis de droite avec des mesures environnementales qui nous semblaient très importantes, mais aussi éviter tout un détricotage de choses. Donc les choses qu'on essaie de sauvegarder, c'est par exemple le fait qu'il y ait une taxe sur les billets d'avion qui ne plaît pas du tout à l'aviation française et qui était beaucoup sous attaque. Donc on a réussi à conserver cette fiscalité et ça, c'était vraiment une victoire. Ce qu'on essayait de mettre en plus, on essayait de mettre des crédits spécifiques pour un réseau de TER sur route, des cars express, pour permettre aux gens on en parlera peut-être, d'avoir des alternatives à la voiture. Et malheureusement, ça aurait été très utile de faire ça parce qu'est venu après le détroit d'Ormuz. C'était une des propositions qu'on avait demandé au PS de porter. Mais il y a eu des arbitrages politiques très forts à ce moment-là. Hein. La taxe Zuckman était vraiment la priorité de ce groupe politique. Et on a aussi essayé de renforcer la fiscalité sur les flottes d'entreprises, parce que les flottes d'entreprises, on en reparlera peut-être aussi, mais c'est vraiment le premier levier d'électrification de notre parc automobile, parce que les entreprises, elles achètent la moitié des véhicules neufs chaque année, et elles les revendent sur le marché de l'occasion au bout de 3 ans. Donc, quand elles achètent des voitures électriques, en fait, très vite, elles vont redonner ou revendre cette voiture électrique aux ménages. Et bon, en fait, la fiscalité qu'on a changée, qu'on a transformée ces dernières années, ça a eu beaucoup d'impact, puisque maintenant, les entreprises, il y a 40% de leurs achats qui sont de l'électrique. Et ensuite, elles abondent le marché de l'occasion pour les ménages, moins cher, plus accessible. C'est ça, exactement. Et donc, c'était vraiment nécessaire de les mettre en ordre de marche. Et je disais au début du podcast, en fait, les acteurs privés, ils font pas ça naturellement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé au gouvernement de mettre des sanctions quand les entreprises ne respectaient pas leurs obligations de verdissement, c'est-à-dire un certain nombre de voitures électriques achetées chaque année. Et en fait, maintenant qu'il y a des objectifs et des sanctions, les flottes d'entreprises électrifient et du coup le parc automobile français va s'électrifier. Enfin, les ménages vont avoir accès à des voitures électriques pas chères. Alors on va venir à vos rapports et études, notamment vous avez fait une publication très récemment sur les bornes électriques en France. Et là, alors d'habitude c'est plutôt le journal des mauvaises nouvelles quand on ouvre la presse, mais là votre publication elle est positive puisque la France est en avance sur l'Europe, sur le déploiement des bornes de recharge. Donc voilà, quand les choses font bien, faut le rappeler aussi. Tout à fait, on est vraiment à un point de bascule sur le véhicule électrique, sur la recharge. Je pense qu'on a vraiment atteint cette espèce de plateau où maintenant c'est devenu, en anglais on dit mainstream, c'est-à-dire que tout le monde est en capacité de se dire peut-être maintenant je vais acheter une voiture électrique. La crise du détroit d'Ormuz a largement accéléré aussi cette prise de conscience sur le fait que l'électricité qu'on produit, c'est une électricité souveraine et au contraire, le pétrole qu'on achète nous rend dépendants d'un certain nombre de pays qui ne nous veulent pas forcément du bien. Alors, une dernière question à titre personnel. Est-ce que vous êtes éco-anxieuse ? Alors, je l'ai beaucoup été. Et j'ai dépassé un peu cette angoisse par un processus cognitif un peu étrange, je dois dire. Je me dis que probablement la raison du changement climatique, de l'utilisation des ressources, c'est un processus qui vient du fait que l'humanité ne sait pas se gérer collectivement et que finalement la nature reprend ses droits et que comme quand il y a trop de crabes sur une île ou plus assez de ressources, finalement l'humanité elle-même se met en danger pour s'autoréguler. Voilà, c'est un concept qui, je suis d'accord, est assez étrange, mais un peu méta, qui me fait dire que finalement, tout ce qui va arriver, c'est peut-être aussi une forme de résistance de la nature face à cette emprise de l'humain sur la planète. Donc finalement, vous n'êtes plus éco-anxieuse, vous l'avez été, vous acceptez le destin de l'humanité. Je suis post-éco-anxieuse. D'accord, c'est bravo, il y en a qui en reviennent. Félicitations. Alors, on va entamer la deuxième partie de l'émission, donc sur les travaux de transport et environnement, les rapports et études que vous publiez. Alors, vous êtes productif, hein. Il y en a un paquet quand même sur votre site. Alors, on ne pourra pas évidemment parler de tout, parce qu'il y en a énormément, mais bon, j'ai sélectionné quelques sujets. Le premier dont on parle, évidemment, vous l'avez mentionné, hein, c'est la voiture individuelle. Hein. Oui. Celle-là, elle est à la fois utile, essentielle pour beaucoup, et si tabou, finalement. Si on prend les émissions de carbone en France, c'est simple, le transport, c'est le premier. 34% des émissions de carbone en France, c'est le transport, et la moitié de ces 34% vient des voitures.
Donc c'est dire à quel point la voiture est un facteur extrêmement important de décarbonation dans notre pays. Alors, vous, comment est-ce que vous en parlez? Comment est-ce que vous arrivez à parler de la voiture individuelle à travers transport et environnement? Alors, vous l'avez dit, vous avez été écouté pendant le PLF, vous faites des activités de lobbying, en fait, finalement, que ce soit à Bruxelles, à Paris. Comment est-ce qu'on met le sujet sur la table sans se taper dessus? Pour moi, la voiture, ça a été un peu le laboratoire de la transition, c'est-à-dire que ça nous a permis de faire beaucoup de choses et de tomber dans beaucoup d'écueils. Et donc maintenant, on a des grands enseignements à tirer de comment faire une transition de manière à ce qu'elle soit sociale et industrielle. Comment en parler? Surtout, en fait, je pense qu'il faut une seconde génération de politique climatique qui ne soit pas celle du consommateur. Je ne sais pas si ce concept de consommateur est clair pour tout le monde, mais... Pas pour moi, en tout cas, je suis preneur. D'accord, cette idée qu'en fait, c'est aux individus de changer leur comportement, c'est à eux d'acheter une voiture électrique, de faire ses choix, et souvent, au passage, de prendre de payer un prix plus cher, de prendre une perte. Et cette idée du consommateur, je pense qu'il faut vraiment... passer au-delà. En fait, le changement, il est structurel. Ce n'est pas aux ménages d'acheter des voitures électriques parce qu'il faut acheter des voitures électriques. C'est à la société d'organiser le fait que soient disponibles des voitures électriques performantes, aussi peu chères que les voitures thermiques, et que ce soit valorisé pour eux de faire ce choix-là. Et comme ça, l'individu n'a pas à choisir... contre son propre intérêt. Il le fait juste parce que la technologie décarbonée est là, elle est accessible, elle est disponible et en plus elle est plus vertueuse. Et comment est-ce qu'on organise ça? Ça veut dire qu'il faut passer la responsabilité du choix et des investissements sur les bons acteurs. Les bons acteurs, ce ne sont pas les ménages, ce ne sont pas les individus, ce sont les constructeurs automobiles. C'est eux qui finalement mettent à disposition des voitures électriques, qui étaient très grosses, mais qui sont de moins en moins grosses, qui étaient très chères et qui sont de moins en moins chères. Et ça s'est passé par la réglementation. Il y a aussi toutes les sociétés de leasing qui vont mettre à disposition des voitures électriques pour les ménages et qui vont peut-être faire l'effort de vous présenter une voiture électrique, mais peut-être pas. Et puis, il y a, comme on le disait, toutes les entreprises qui vont faire les choix d'acheter des voitures électriques ou de ne pas les acheter et qui mettront les voitures qu'elles ont achetées sur le marché de l'occasion. Donc il faut rappeler que les individus et les ménages comme vous et moi, là, il y en a 85% qui achètent leur voiture sur le marché de l'occasion et qui finalement ne sont pas décisionnaires. Donc ça ne sert à rien de placer la contrainte sur ces gens-là. Eux, ils sont en deuxième ligne quand ils achètent sur le marché de l'occasion. Les gens qu'il faut vraiment influencer, les acteurs qu'il faut vraiment influencer, ce sont les constructeurs, les leasers, les flottes. Et c'est là qu'il faut qu'on arrête de se tromper, je pense, en faisant des politiques climatiques. C'est que jusqu'à présent, nous n'avons pas mis la contrainte au bon endroit. Alors, il y a plusieurs politiques publiques en France et en Europe qui ont été mal perçues, mal vécues. Je pense aux ZFE. Déjà, les zones à faible émission, donc qui ont provoqué une levée de bouclier. Et à mon humble avis, on est plutôt chanceux de ne pas avoir eu un deuxième épisode de Gilets jaunes quand même après ça. Et aussi la fameuse date de 2035, oui. Votée à l'Union européenne. Alors 2035, beaucoup de gens disaient c'est la fin du véhicule thermique, c'est la fin de la vente des véhicules neufs, mais vous pouvez toujours rouler avec votre véhicule thermique, mais quand même 2035, ça approche, quoi. Voilà. Et est-ce que ces politiques publiques, ZFE 2035, et je pourrais en citer d'autres, est-ce que selon vous, elles ont été à la fois bien calibrées dans leur écriture et aussi dans leur temporalité? Peut-être que revenir aussi sur une autre politique publique qui a généré quand même beaucoup de tensions sur l'automobile, qui était celle de la taxe carbone et des gilets jaunes, et de dire que c'est typiquement une politique régressive qui va aller se positionner sur les choix de l'individu, alors qu'en fait ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas changer de voiture parce qu'ils n'ont pas les moyens, il n'y a pas de voiture électrique sur le marché de l'occasion, donc en fait on les taxe mais ils n'ont aucune capacité d'agir ou de modifier leur comportement. Typiquement, quelque chose qui fonctionne relativement mal, en tout cas quand il s'agit des ménages modestes et précaires. Pour les ZFE, c'est une politique qui est une politique sanitaire, qui avait pour objectif de sauver la vie d'un certain nombre de personnes. Il faut rappeler que la pollution de l'air, c'est à l'origine d'AVC chez les personnes jeunes, moins de 30 ans, que c'est responsable de maladies d'Alzheimer, que c'est responsable de maladies neurodégénératives, et pas seulement d'asthme. Donc,
l'objectif de cette politique, elle était principalement sanitaire. Est-ce qu'elle a été bien menée, une fois de plus? Est-ce qu'on a mis la contrainte sur les bonnes personnes? Je ne le pense pas. Je pense qu'on a mis la contrainte sur les individus et sur les métropoles, alors qu'en fait, elle gérait des flux de gens qui venaient de l'extérieur pour aller travailler en métropole. Les métropoles elles-mêmes n'avaient pas les capacités d'organiser ce flux de voyages. Donc il fallait que les régions soient impliquées, que les régions puissent organiser des réseaux de transport, des alternatives, pour donner le choix aux individus. Et une fois que les individus ont le choix entre prendre un car express, un transport en commun, une voiture, une piste cyclable, dans ce cas-là, on peut mettre en place la mesure contraignante parce qu'ils peuvent changer leur comportement. Mais demander aux individus de changer leur comportement quand ils n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture, ça ne fonctionne pas. Oui, y a une étude souvent qui est reprise, je crois que c'est Carbone 4, qui disent que les comportements individuels, c'est environ 25% du chemin, et c'est souvent repris. Voilà, de dire, bon, bah voilà, il y a quand même un quart du chemin, mais finalement, ces chiffres, ça veut un peu tout et rien dire. Et on a un peu de mal quand même à donner des alternatives. Là, au moment où on enregistre ce podcast, on est à quelques jours après le vote de la loi Duplon 2, donc avec le rétablissement, les dérogations sur l'acétamipride. Et en fait, quand on écoute des agriculteurs, il y a notamment un documentaire de France TV, Succession, où on voit Marine Tondelier discuter avec un agriculteur membre de la FNSEA. Qui a l'air plutôt de bonne foi. Après, on est d'accord ou pas d'accord, mais il dit voilà, moi sur mes betteraves, j'ai pas envie d'en mettre, sauf qu'en fait, on m'a interdit de mettre ça, mais sans jamais me dire quoi mettre à la place. Ouais. Et sur les voitures, c'est un peu la même chose. Tout à fait, je pense que vous touchez un point très important, c'est que cette question de la capacité à agir, quand on peut, on veut, c'est ce que dit l'IDRI, et j'aime beaucoup cette phrase, quand on peut, on veut. Ça marche aussi sur d'autres secteurs, comme le bâtiment, l'agriculture, l'adaptation. En fait, les agriculteurs, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce qu'ils sont dans des conditions de concurrence internationale complètement déloyales et ils sont complètement réduits dans leur capacité à négocier par la grande distribution. Finalement, vers qui est-ce qu'on doit orienter les politiques climatiques agricoles? Vers les grands distributeurs. Parce que c'est eux qui ont la capacité de négocier les contrats, de payer le premium, d'organiser la transition agroécologique. Les agriculteurs, eux, ils ne font que ce qu'ils peuvent pour pouvoir vivre. Et donc, je pense que cette réflexion, elle doit aller beaucoup plus loin, et c'est pour ça que je dis qu'on est au-devant d'une nouvelle génération de politique climatique, où on doit s'interroger qui a la réelle capacité à agir, qui est vraiment l'influence et le moteur de la transition, et comment est-ce qu'on organise cette transition-là. Après, j'ai pas répondu sur 2035, donc si vous voulez, je peux répondre. Tout à fait. Donc, fin de la vente des véhicules thermiques dans l'Union européenne en 2035. Est-ce que la temporalité vous semble bonne? Est-ce que justement l'Union européenne a bien fait de mettre une temporalité à la fois longue, mais pas si longue quand même? Et comment est-ce que vous le percevez en tant qu'experte? Alors, il faut comprendre que cette date de 2035, ou disons cette réglementation, elle a été négociée il y a très longtemps. Le fait que les constructeurs doivent baisser leurs émissions de CO2 et faire de la voiture électrique, ils le savaient déjà avant 2020. Mais en fait, ils ont eu une telle confiance dans leur capacité d'influence des politiques publiques qu'ils n'ont pas voulu aller vers l'électrique. Ils avaient fait beaucoup d'investissements dans le thermique qu'ils voulaient rentabiliser et ils voulaient repousser cette date, quoi qu'il arrive. Ils étaient certains de pouvoir retourner la loi? Ils ne voulaient pas y aller en tout cas. Oui. Tant qu'ils n'étaient pas contraints. Et alors, en effet, en 2020, il y a eu un nouveau cycle de négociation. On a acté cette date 2035. On a un peu renforcé la trajectoire en disant, bon, voilà, maintenant, 2035, c'est la fin. Et c'était salvateur pour la souveraineté européenne. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement une politique climatique. Imaginez si on ne l'avait pas fait. Il n'y aurait jamais eu de gigafactory de batteries, il n'y aurait jamais eu de voitures électriques en Europe, et donc on serait complètement dépendant du pétrole de Poutine pour les 50 prochaines années. En fait, en réalité, cette politique, ça a été la politique industrielle la plus importante de la décennie, qui a permis aux acteurs de se dire « Ok, j'investis dans la batterie ». La batterie, qui, je le rappelle, va être un élément fondamental de plein d'autres technologies, que ce soit les robots, les drones, tout ce qu'on appelle les électro-tech stack vont avoir besoin de lentilles, de moteurs, d'onduleurs. Et en fait, tout ça, la Chine l'a obtenu grâce à la voiture électrique. Donc il faut absolument que l'Europe relocalise sa production de voitures électriques et que les constructeurs aillent de plus en plus rapidement vers de l'électrique. La date de 2035, elle est fondamentale en fait.
Et est-ce que selon vous le tout électrique est la solution? Est-ce qu'en parallèle on doit miser, je sais pas moi, sur les biocarburants, sur l'hydrogène, sur la voiture qui ferait du 1 litre au 100 est-ce qu'on doit aller dans le tout électrique ou alors inclure l'électrique dans une politique plus globale? Je vois pas trop l'intérêt d'aller vers d'autres technologies quand on a une technologie qui fonctionne très bien. Il y aura les ressources pour faire cette transition. Si on organise le recyclage, on aura largement de matières premières. Il faut rappeler que les biocarburants sont extrêmement polluants. Globalement, on produit du blé, du maïs, du colza à coup de pesticides et d'engrais azotés. Et de mégabassines. Et de mégabassines et de beaucoup d'eau. Ce sont des cultures qui demandent énormément d'eau pour finir par les brûler dans les moteurs et du coup faire augmenter le prix des denrées alimentaires. Donc pour moi, les biocarburants, c'est une gabegie. Après, on en revient à la question de pourquoi est-ce qu'on fait des biocarburants ? Parce que c'est beaucoup plus intéressant financièrement pour les agriculteurs. Donc la question qu'on doit se poser, c'est pas tellement pour ou contre les biocarburants, c'est comment est-ce qu'on sort des biocarburants qui à l'époque ont été incités par les pouvoirs publics. Et je rappelle aussi que les biocarburants ne réduisent pas les émissions de CO2 quand on prend un cycle de vie. On est vraiment sur moins 10%, c'est vraiment pas terrible. Donc la question qu'on doit se poser, c'est pas pour ou contre les biocarburants, c'est comment est-ce qu'on fait pour aider les agriculteurs à sortir des agrocarburants et à avoir des ressources nécessaires pour survivre, ou pour vivre surtout. Voilà, donc biocarburants, l'hydrogène a beaucoup fait couler d'encre il y a quelques années. Je pense qu'il faut rappeler que l'hydrogène, c'est fait à base d'électricité. Donc il nous faut des énergies renouvelables et des centrales nucléaires pour faire de l'hydrogène. Et c'est très électro-intensif, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'électricité pour faire de l'hydrogène et encore plus d'électricité si on transforme cet hydrogène en carburant liquide qu'on peut mettre dans les moteurs. Et donc, je suis un peu désolée de voir que encore à l'heure actuelle, alors que les batteries fonctionnent très bien, alors que comme on le disait, on a une compétition internationale pour la maîtrise de ces technologies stratégiques pour le futur, certains gouvernements, certains partis continuent à prôner des technologies qui vont nous ralentir et qui n'ont aucun sens économique ou physique. C'est une distraction. J'avais lu sur l'hydrogène notamment que, donc, comme vous le disiez, l'hydrogène vous faire de l'électricité, donc le taux de retour énergétique finalement est assez mauvais, parce que vous faites de l'électricité pour faire de l'hydrogène, et finalement vu le nombre de véhicules qu'on a sur les routes, en fait l'hydrogène on devrait le réserver plutôt aux cargos, aux gros avions, enfin aux grosses industries. Il y a une autre solution dont on entend parler qui est un peu la solution bonne conscience, comme je l'appelle, c'est l'hybride. C'est les véhicules hybrides où en fait finalement il y a un peu d'électricité dans ma voiture thermique, du coup ça va. J'avais vu donc des études comme quoi finalement les hybrides émettaient plus de polluants que les véhicules thermiques, parce que justement vous avez des voitures beaucoup plus lourdes, parce que vous avez des moteurs et des batteries à l'intérieur, et que même financièrement, puisque c'est souvent vers ce biais-là qu'il faut parler pour être entendu, financièrement finalement elle vous coûte plus cher. Cette voiture électrique, 500 € de plus par an, j'ai vu en moyenne, et elles émettent 19% de moins que les véhicules thermiques, alors qu'on nous avait promis 75%. Pourquoi l'hybride a autant le vent en poupe, alors que vos études et d'autres rapports et études prouvent que non? Oui, globalement, les hybrides rechargeables, surtout ceux avec une prise, sont vendus comme la solution parfaite, mais de moins en moins, je pense que de plus en plus de gens se rendent compte que c'est quand même un peu un scam. On a perdu du temps. Bien sûr, on a perdu du temps. Mais en fait, il faut comprendre que, une fois de plus, alors, soyons modérés, parce que l'hybride rechargeable, ça a aussi servi à la transition de notre industrie. C'est-à-dire que ça a permis de vendre des voitures, de conserver des emplois, etc. Maintenant, ce qui est clair, c'est qu'en 2026, ce que vous pouvez faire avec votre hybride, vous pouvez le faire avec une électrique. Comme on le disait, on a le réseau de bornes de recharge sur autoroute le meilleur d'Europe. Toutes les autoroutes sont couvertes. Les voitures électriques maintenant, elles ont des très très grandes autonomies et elles sont moins chères que l'hybride rechargeable. Donc il y a plus de modèles économiques qui permettent ou qui exigent d'acheter ces voitures.
Pourquoi est-ce que ça reste très très important auprès des gouvernements et notamment du gouvernement allemand? Comme on le disait, parce que ça permet de continuer à rentabiliser les investissements qui ont été faits dans le moteur thermique, notamment pour BMW et un certain nombre de marques allemandes, et que du coup on sent cette tension à comment est-ce qu'on fait pour faire une transition qui permette que l'emploi suive aussi. Il me semble que la réponse n'est pas en regardant le passé, en promouvant des fausses technologies qui finalement émettent à peu près autant qu'une voiture thermique, mais surtout de prendre les choses à bras-le-corps et d'organiser la transition, comme on le disait, d'orienter la réglementation de façon à ce que les voitures qui sont électriques et produites en Europe soient privilégiées. Alors, il y a un chiffre que j'avais oublié de donner sur les biocarburants, c'est que pour faire 100 km, il faut environ 3000 litres d'eau. Oui. Comme vous parliez de la gestion de la ressource en eau au début de l'émission, ça va être fondamental. J'avais oublié de mentionner ça. Sur l'électricité, alors bon, ça se développe, donc normalement ça devrait être moins cher, j'espère. Pourquoi est-ce que l'électrique, alors là je parle de l'électrique au sens général, hein, j'inclus aussi le train dedans, c'est un peu la critique qu'on entend souvent. Pourquoi est-ce que c'est aussi cher finalement? La voiture électrique, le train, en fait on explique aux gens donc il faut faire des voyages, notamment des vacances quand on se déplace à 3, 4, 5, décarbonés, voilà, donc privilégier plutôt le train, la voiture électrique. Mais j'ai l'impression que c'est quand même pas hyper incitatif et ce qu'on entend souvent c'est que oui d'accord, mais l'avion c'est moins cher que le train. Oui, c'est vrai. Alors sur la voiture, commençons sur la voiture. La raison pour laquelle la voiture électrique a été aussi chère, c'est que les voitures neuves, de toute façon, étaient très chères. C'était une stratégie des constructeurs. En plus, les constructeurs ont décidé d'électrifier par le haut de gamme, c'est-à-dire par les voitures les plus polluantes pour engranger plus de réduction d'émissions de CO2, les plus grosses, et donc avec que des voitures électriques extrêmement chères il y a quelques années. Maintenant, c'est en train de changer, parce que grâce à cette date de 2035, les constructeurs sont obligés maintenant de produire des petites voitures électriques abordables pour remplir leurs objectifs climatiques. Une autre raison, c'est que la fiscalité a longtemps été très avantageuse pour les voitures thermiques. Si vous avez la chance de travailler dans une entreprise et que vous demandiez une voiture thermique en avantage en nature, c'était beaucoup plus intéressant financièrement d'avoir une voiture thermique qu'une voiture électrique. Donc il y avait tout un système de fiscalité qui était aussi très contre-productif. Bon, on a changé tout ça et de fait, on est en train de voir que la voiture électrique est en train de rejoindre. D'ici 2 ans, elle devrait être à parité prix dans les concessions au moment de la vente. Pour l'avion et le train, c'est un peu la même chose. Il faut savoir qu'il y a 6 milliards d'euros d'exemptions pour l'aviation par an en France. Ces exemptions, elles viennent d'où? C'est quoi? C'est des taxes qu'on enlève? Pas de taxation sur le kérosène. Ouais. Donc rappelez-vous que nous, on paye à peu près la moitié du prix de notre essence en taxes. Mais par contre, l'aviation, pas du tout. Pas de TVA ou une réduction de TVA et des avantages, des quotas gratuits sur les marchés carbone, etc. Donc tout ça fait que la France subventionne, parce que c'est de l'argent perdu par le contribuable, pour les services publics, etc., à hauteur de 6 milliards l'avion par an. Pourquoi l'essence que je mets dans ma voiture est taxée et pas le kérosène? C'est juste un choix politique ou alors il y a une explication derrière? L'aviation, c'est un secteur qui est international, donc qui est plus difficile à taxer, c'est sûr. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, quand on peut sur cette question-là, pour le coup, parce que la France a décidé d'augmenter la taxe sur les billets d'avion de quelques euros, ce qui a rapporté près d'1 milliard d'euros par an, et qui était assez indolore pour les gens qui prennent l'avion, qui, rappelons-le, sont souvent des catégories socio-professionnelles aisées, des gens aisés supérieurs. Et donc sur la taxation, on peut tout à fait changer, mais il y a cette idée qu'il ne faudrait pas aller à l'encontre de la compétitivité de nos champions nationaux. Alors, c'est vrai que souvent, l'avion, c'est plutôt des CSP+, qui montent dedans, mais j'avais vu une étude relayée par les Échos qui disait que ceux qui prenaient l'avion, les catégories d'âge, alors c'était les retraités, plus de pouvoir d'achat et plus de temps, mais aussi les 18-34 ans. Parce que finalement, quand vous faites Paris-Milan, Paris-Barcelone, c'est un peu ce qu'on reproche un peu entre guillemets à la génération EasyJet. Pourquoi il y a des billets d'avion à 19 €? Ce que je trouve intéressant, c'est que les jeunes, ils voyagent pas loin. Mais donc finalement, ils ont beaucoup moins d'empreinte carbone que les personnes âgées qui, elles, font beaucoup de voyages très loin, sur des trajets très polluants.
Donc il y a quand même une question de... Oui, bien évidemment, c'est pas idéal d'aller faire un week-end à Madrid. Et ça, c'est une question de fiscalité. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas trop mettre de pression sur les jeunes. J'espère que les jeunes pourront et continueront à voyager dans le monde grâce notamment aux nouvelles technologies. On parlera peut-être des carburants de synthèse, des biocarburants avancés, ceux-là, pas à base de culture, qui sont des solutions. Pourquoi un billet d'avion à 19 €? À cause de toutes ces exemptions et parce qu'on accepte aussi qu'il y ait des compagnies aériennes qui soient subventionnées, des aéroports qui soient subventionnés par la puissance publique au niveau local. Et ce qu'on voit bien, c'est qu'une crise comme celle du détroit d'Ormuz, qui a eu lieu il y a quelques mois, va complètement mettre à mal ce business model du low cost, parce qu'en fait, il y a zéro marge possible. Tout a été rogné. Et donc, que ce soit un petit peu de fiscalité ou une augmentation du coût du carburant, le business model s'écroule. Alors vous avez mentionné les carburants de synthèse, donc on a parlé des biocarburants donc pour les voitures, il y a aussi donc des carburants de synthèse dont on entend parler alors plutôt pour l'aviation mais aussi pour des grandes compétitions, je pense à la Formule 1 aujourd'hui qui met des carburants de synthèse, objectif 100% de carburants de synthèse d'ici je crois la fin de l'année, il me semble, l'année prochaine. Ces carburants de synthèse qu'on appelle communément SAF, donc le Sustainable Aviation Fuel. Alors il me semble qu'il y a plusieurs générations. Au début on utilisait plutôt des plantations, aujourd'hui il y a de la captation de carbone dans l'atmosphère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, voilà, est-ce que vous pouvez m'aider? Voilà. Alors c'est vrai que c'est pas... Il faut reprendre un peu les grandes catégories de carburants décarbonés ou moins carbonés. Vous avez deux grandes familles. La première famille, c'est tout ce qui va être à base organique, donc biocarburant. Et là, vous avez la première génération, ce sont les cultures agricoles, on parlait de maïs, de colza. La deuxième génération, les carburants avancés, ça va être des déchets, des choses qu'on n'utilise pas, qu'on jette ou qui seraient utilisées ailleurs. Le problème de ces déchets, c'est qu'en fait, ils sont souvent valorisés par d'autres secteurs. Vous prenez des carcasses de porc, par exemple, elles vont servir à l'alimentation animale, mais elles peuvent aussi être transformées en biocarburants avancés. Pareil pour des déchets forestiers qui en fait sont essentiels à la biodiversité et au renouvellement des sols, mais qui peuvent aussi être valorisés en biocarburants avancés. Donc il y a dans ces biocarburants avancés de deuxième génération, avec les déchets aussi municipaux, etc., une certaine manne de biocarburants qu'on peut utiliser et qui sont par la réglementation limitées à l'aviation et au maritime. Donc ça, c'était tout ce qui était famille organique. Après, vous avez la deuxième grande famille qui est à base d'électricité. Soit l'électricité, vous la mettez dans une batterie, et là vous avez un super rendement, c'est-à-dire vous pouvez rouler à 80% de votre électricité générée. Soit vous la transformez en hydrogène, là vous avez un rendement d'à peu près 30%. Et soit vous transformez cet hydrogène, qui est une molécule gazeuse, très fine, etc., en y ajoutant une molécule de CO2 en une réplique synthétique d'une molécule carbonée. Donc on peut faire du diesel synthétique, on peut faire de l'essence synthétique, on peut faire du kérosène synthétique. Sans émission de carbone derrière. Alors il y a un peu d'émission parce que quand vous le brûlez, vous relâchez la molécule de CO2 que vous avez captée. C'est pas 0%, c'est 70% de réduction d'émissions de CO2 à peu près. D'accord. Ce qui reste très intéressant. C'est intéressant, mais comme on le disait, énergétiquement, c'est super énergivore parce que vous avez besoin et de générer l'hydrogène, et de générer des carburants de synthèse, tout ça demande énormément d'électricité, et donc vous avez un rendement aux alentours de 13%. Ah oui, donc, extrêmement faible. Donc sur l'ensemble du cycle de vie, si on prend tout, oui, là c'est moins intéressant. Et donc on en revient à cette question de qu'est-ce qu'on met dans les moteurs de nos avions? On met soit des carburants, biocarburants avancés, dont on a vu que c'était des déchets, mais qu'il n'y en avait pas beaucoup, si on veut continuer à alimenter les autres filières. Soit on met des carburants de synthèse, mais on a vu qu'ils étaient très énergivores. Donc, en fait, quand on fait la somme de tout ça, il va de toute façon falloir réduire notre demande d'aviation, évidemment. Mais on pourra voler. On pourra voler probablement plus cher et probablement peut-être un peu moins loin ou un peu moins souvent, mais on pourra voler. Et après, pour les voitures, du coup, vous avez bien compris qu'en fait, on n'aura pas de ressources pour les voitures, on n'aura pas de ressources pour les camions, parce qu'il n'y en aura pas assez. Une fois qu'on aura tout mis dans l'aviation et un petit peu dans le maritime, il ne restera plus rien. Alors on peut donner un petit peu de carburant de synthèse à la Formule 1 parce qu'ils ont la capacité à payer, ils auront les moyens. Et il n'y a que 22 voitures. Et voilà, exactement. Donc ce ne sera pas... Mais par contre, faire croire, et c'est ce que fait l'Allemagne actuellement, faire croire aux consommateurs qui pourront mettre du carburant de synthèse dans leur voiture en 2030, c'est absolument faux.
Et c'est vraiment... voilà, ce sera tellement cher que personne ne voudra mettre ce carburant dans sa voiture. Ce sera 10 fois plus cher que le carburant actuellement. Mais vous avez mentionné justement la réduction. En fait, je me disais, en fait, depuis tout à l'heure, il y a un mot qu'on n'a jamais prononcé, c'est la sobriété, finalement, depuis qu'on a commencé à se parler. Et en fait, on le sait, le changement climatique, c'est un problème de flux de carbone dans l'atmosphère, mais c'est aussi un problème de stock. Parce que le carbone, le méthane, etc., il reste pas 10 minutes. Il reste plusieurs années, parfois des centaines d'années pour certains gaz. Et aujourd'hui, moi, ce que j'entends, les patrons d'Airbus, de Boeing, c'est qu'on va doubler le trafic aérien, et on est un peu en train de créer des mirages, en disant, comme on aura une solution de biocarburant à telle échéance, alors qu'ils n'ont pas la moindre idée de l'échéance, finalement on peut continuer et vous inquiétez pas, on trouvera une solution. Mais le temps qu'on trouve la solution, on est en train d'émettre énormément de carbone, et donc finalement vous avez fini par pointer du doigt donc cette fameuse réduction du trafic, que ce soit routier ou aérien. Et alors je voulais quand même vous poser une dernière question avant de vous demander un peu votre maillage idéal. Alors je sais que la question est un peu vaste. C'est un sujet peut-être un peu plus symbolique dont on a entendu parler, c'est le jet privé. Le jet privé ces derniers mois, ces dernières années, parfois ça disparaît, parfois ça revient, etc. On en a entendu beaucoup aussi avec Bernard Arnault, voilà, des gens comme ça. Et est-ce que c'est vraiment un sujet juste symbolique, ou est-ce que ça servirait à quelque chose de les supprimer ou de les taxer ? Juste symbolique, je dirais pas. Extrêmement important et symbolique, oui, parce que comme on le disait, la contrainte a été placée par le passé sur des gens qui étaient relativement modestes et qui n'avaient pas de solution. Et Bernard Arnault, il a tout à fait la capacité d'investir et de changer de comportement s'il le veut, parce que lui, il a toutes les capacités financières qu'il veut. Donc il faut donner il faut démontrer aux gens que c'est pas les dindons de la farce en fait. On fait tous des efforts à hauteur des capacités qu'on a. Et quand on est modeste, on fait des efforts modestes. Et quand on est très riche, on fait des efforts à la hauteur de nos moyens. Et pour le moment, la société n'est pas du tout organisée comme ça. Le festival de Cannes, c'est le festival le plus polluant en termes de jet privé de tous les festivals du monde. Donc, vous voyez bien qu'on n'a pas mis la même contrainte. Les gens peuvent aller en jet privé à Cannes, mais ils n'ont pas le droit de rentrer dans les centres-villes pour aller travailler. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc oui, éminemment symbolique et important, il faut organiser la transition des plus riches, qui, je le rappelle, émettent beaucoup plus de CO2 que les ménages précaires. Les 10% les plus riches émettent la moitié des émissions de CO2. Exactement. Donc il est temps de les responsabiliser, en effet. Après, la question de faut-il interdire les jets privés ou pas, notre politique, ce serait plutôt de dire on a besoin de l'émergence d'un certain nombre de filières industrielles qui ont du mal à trouver de la demande. On parlait des carburants de synthèse. C'est tellement cher que c'est très difficile pour un industriel qui produit des carburants de synthèse aujourd'hui d'avoir des contrats d'achat. Et donc, on peut demander à Bernard Arnault et à tous les gens qui conduisent des jets privés, qui ont les moyens, leur dire, en fait, vous gardez vos jets privés, mais ils doivent être 100% avec des carburants de synthèse, des SAF, Sustainable Aviation Fuels. Et donc là, on permettrait en effet de créer une demande qui nous serait utile pour notre industrie. Ouais, bon, j'ai cité Bernard Arnault, enfin, le pauvre ça tombe toujours sur lui, hein. C'est comme quand on parle des énergies fossiles, on cite Total, mais c'est vrai, je pourrais en citer beaucoup d'autres. On va pas le plaindre non plus. Oui, non, enfin quand je dis le pauvre, c'est pas financièrement, loin de là, hein. C'est juste qu'à chaque fois, quand on doit citer quelqu'un, ça tombe sur lui, quoi. Une dernière question avant de passer à la partie sucrée de l'émission. Alors on a parlé donc d'avions, de trains, de voitures électriques. À notre échelle individuelle, si on prend à la fois le citoyen mais aussi les pouvoirs publics, quel serait un peu entre guillemets le maillage parfait si vous étiez ministre du maillage territorial sur le transport, voilà, pour je sais pas, une échelle de 500 km entre les transports en commun, la voiture électrique, enfin vraiment si vous aviez carte blanche. Alors je sais que ça peut être une question piège. Non, c'est super comme question, c'est très pertinent, je pense. Mais concrètement, comment est-ce que vous feriez dans un monde idéal sans contrainte ? Oui, alors je pense que même avec contrainte, on peut largement améliorer le maillage français actuel. On peut mettre du TER sur route, ce que nous on appelle du TER sur route, c'est-à-dire mettre des cars express qui sont climatisés avec des tablettes, le Wi-Fi intégré, qui puissent aller toutes les 15 minutes de ville moyenne à grande ville, par exemple, ou de ville moyenne à ville moyenne, pour permettre aux gens d'aller au travail. Ça, c'est une technologie qui est en train de se développer. Certains les appellent les trambus, d'autres les cars express.
Et développer cette alternative, ça permettra à beaucoup de gens d'avoir le choix entre aujourd'hui je fais mes courses, je prends ma voiture et demain je peux juste aller, j'ai envie d'être à l'heure, il y a une voie dédiée pour ce bus, donc je suis sûre et certaine d'être à l'heure pour mon rendez-vous au travail. Donc ça, c'est une première chose, c'est donner des alternatives pour toutes les zones périurbaines et rurales ou semi-rurales. Après, il y a toute la question des pistes cyclables sécurisées qui permettent de rejoindre notamment des gares et qui permettent aux gens de se déplacer en toute sécurité. Et puis, donc une fois qu'on a mis ça en place, il va y avoir bien évidemment la voiture électrique qui permet d'aller en zone réellement rurale et peu dense. Et puis bientôt, il y aura l'arrivée de la voiture autonome. Alors la voiture autonome, ça a l'air d'être un peu un truc de sci-fi, mais en fait pas du tout. Ça va arriver, c'est pas un mirage. C'est pas du tout un mirage. D'accord. C'est déjà tout à fait présent dans les villes de Californie, en Chine, pour le moment en centre-ville, c'est-à-dire que ça remplace les taxis. Mais à terme, on ne sait pas, pourra-t-on acheter une voiture autonome et lire le journal pendant que la voiture nous conduit ? Et pourra-t-on emmener la voiture autonome dans l'espace peu dense, en ruralité, etc. Et donc là, se pose une question pour moi assez fondamentale, qui est est-ce qu'on doit donner, et c'est un peu compliqué, hein, c'est un peu un concept que je suis en train de développer, mais est-ce qu'on peut donner à tout le monde le droit d'aller n'importe où, pas cher ? Est-ce que si on donne un droit à la mobilité pas chère à tout le monde, finalement, ce qu'on fait, c'est pas d'étendre l'émiettement du territoire, permettre aux gens de partir de plus en plus loin, d'avoir une mobilité pas chère, toujours accessible, etc. Et est-ce que ça va pas à l'encontre d'un autre objectif du climat, qui est l'adaptation, qui est la biodiversité, et qui est finalement le fait aussi de faire cohésion ? Et donc, vient se poser la question de l'aménagement du territoire et de comment est-ce qu'on... déjà, on donne un prix au transport de manière à ce qu'il soit juste pour que les personnes modestes puissent aussi avoir accès au transport, mais qu'il ne soit pas nul. Moi, je suis contre la gratuité des transports en commun. Je pense qu'il faut contribuer aux infrastructures qu'on utilise. Ça n'existe pas, la gratuité. En fait, c'est juste une subvention. Hein, oui. Voilà. Il y a toujours quelqu'un qui paye derrière. Et exactement. Donc pourquoi pas des tarifications sociales, mais pas la gratuité. Mais de manière générale, la voiture autonome, si elle n'est pas chère, ça va être un désastre écologique en fait. Tout le monde pourra aller partout, n'importe comment. Les gens ne se lèveront plus pour aller chercher leur baguette. Ils ne marcheront plus. Donc il faut vraiment qu'on régule par le tarif, par le prix et par les flux. Là où on veut qu'en fait les flux aient lieu et comment on aménage notre territoire. Et ça va être d'autant plus important, et j'en finirai là, qu'il va y avoir des territoires qui vont être soumis à d'énormes tensions dues à l'adaptation et au changement climatique. Retrait des eaux, retrait du trait de côte. Plutôt montée des eaux. Ouais, montée des eaux. Les feux, les inondations, etc. Et donc finalement, l'aspect aménagement du territoire, dont le transport fait partie, mais n'est pas la partie intégrale, il doit aussi prendre en compte cette question de où est-ce qu'on veut que les gens habitent et comment on fait pour donner les incitations, pour que finalement les choix soient éclairés au moment où on achète une maison. Voilà. Et donc ça, pour moi, le transport et le prix du transport et les flux de transport font partie intégrante de cette réflexion. Alors Diane Strauss, on va rentrer dans la dernière partie de l'émission. J'ai 2 questions à vous poser, 2 questions que je pose habituellement. C'est au nom de la lutte contre le changement climatique, de quoi pourriez-vous vous passer et de quoi vous ne pourriez absolument pas vous passer ? Et donc moi je réponds à la deuxième question, moi je ne pourrais absolument pas me passer d'une part de flan, c'est absolument impossible pour moi. Une part de flan, alors c'est pas tout à fait négligeable, hein, c'est quand même environ 440 grammes de CO2 hein, par part de flan, oui j'ai calculé l'empreinte carbone, j'en mange un petit peu, moins qu'avant certes, mais quand même, donc c'est pas tout à fait négligeable, et moi je ne pourrais pas m'en passer, et donc j'ai pour tradition d'apporter une part de flan à chacun de mes invités. Donc j'adore voilà. le flan aussi. Donc voilà, ce sera votre dessert ou votre goûter, vous en faites ce que vous voulez. Et donc je vous laisse répondre à mes 2 questions. De quoi je peux me passer ? Moi je pense que je peux me passer de beaucoup de choses. Je peux me passer de prendre l'avion, je peux me passer de manger de la viande, je peux me passer... en fait, voilà. Mais ce dont je ne peux pas me passer, c'est les relations sociales.
C'est vraiment le vivre ensemble, le fait de boire un verre en terrasse, de voir mes enfants tous les jours, ce lien-là. Et bon, il se transforme avec les réseaux sociaux, il se transforme aussi. Maintenant, on va avoir la robotique, l'IA. Moi, je pense qu'on aura très bientôt des robots, je ne sais pas s'ils seront intelligents, mais parmi nous. Et du coup, je pense que c'est vraiment important de cultiver ça. C'est vraiment ce qui fait notre humanité, et c'est dit dans beaucoup de livres, c'est notre capacité à raconter des histoires, des récits. Et c'est ça, pour moi, la réelle beauté de notre espèce. Et j'espère qu'on pourra conserver ça dans un monde qui sera de plus en plus technologique, électronique. Voilà. Et donc, je peux me passer de beaucoup de choses si au final, j'ai ça autour de moi. Eh bien, c'est le plus important. Bien, merci beaucoup, Diane Strauss, de m'avoir reçu. C'était le dernier épisode avant l'été. Donc voilà, on finit en beauté avec transport et environnement. Et on se donne rendez-vous à la rentrée pour la suite. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode. Vous l'avez compris, c'est le dernier avant les congés d'été. Je vous souhaite donc des bonnes vacances décarbonées, mais surtout du repos et des bons moments. Quant à nous, on se retrouve à la rentrée pour de nouveaux épisodes. D'ici là, partagez le podcast autour de vous. Un petit épisode au bord de la piscine, dans la voiture ou en randonnée, ça ne fait jamais de mal. Bonnes vacances à tous et à bientôt.